présidentielle cet après-midi, c'est avec le directeur de la publication d'actualité juive. Il est avec nous en studio, Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Ilana Ferradian. Et ravi de vous retrouver cet après-midi. Alors on l'a vu, à moins de 20 jours du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron reste en tête des intentions de vote. Selon un nouveau sondage et la BFM TV, Emmanuel Macron arrive en tête, donc toujours 27,5%, suivi d'assez près par Marine Le Pen, 20%, et Jean-Luc Mélenchon, 15%. Alors justement Alexis, est-ce qu'on assiste désormais peut-être à une cristallisation de l'électorat français ? Manifestement oui. D'ailleurs, vous savez, elle est toujours tardive dans les présidentielles. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui ont le plus de chance, à chaque fois, ou qui estiment avoir le plus de chance, les sortants, les challengers les plus cotés, se déclarent tardivement. Vous vous souvenez, oui. Enfin, vous étiez jeune, moi aussi, même pas né, mais en 88, par exemple, Mitterrand, qui a joué la grande opération que rejoue à sa manière Macron, c'est-à-dire refédérer les bonnes volontés pour un second quinquennat, enfin un septennat à l'époque, s'était déclaré très tard, début mars, c'est-à-dire en fait à 6 semaines du premier tour, c'est tard. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'encore une fois, la fixation des grandes tendances quasi définitives en fait de l'électorat, ce qu'on appelle la cristallisation chez les sondeurs, les politologues, se fait toujours en France tardivement sur une présidentielle. On est sans doute, avec l'étude de Sananès, des équipes d'Elab et de BFM TV, en partenariat avec BFM, on est sans doute là dans un reflet assez fidèle de ce qui est en train d'arriver en termes de cristallisation. Ouais. En effet, c'est-à-dire que le trio de tête, entre guillemets, du premier tour se confirme. Les chutes, on va y venir dans un instant, des principaux candidats de la droite, du reste de la droite, Valérie Pécresse pour LR, Éric Zemmour pour Reconquête, se confirment également. Et puis après, il y a le sort des plus petits candidats, entre guillemets, que nous allons évoquer. Ouais. Concernant donc Emmanuel Macron, une nouvelle importante, on était sur un... qui avait d'ailleurs évidemment saisi d'enthousiasme les équipes de campagne, les ralliés de la dernière heure, de la Macronie, sur des scores de 32-33% il y a 3 semaines. Aujourd'hui, on revient un peu à la raison, j'allais dire, c'est-à-dire vers un étiage plus normal, c'est-à-dire 27-28%, peut-être 29% dans la meilleure des configurations. Cela laisse augurer, bien sûr, pour Emmanuel Macron, une probable victorieuse réélection, mais un peu plus serrée, on va y venir, que ce que pouvaient espérer les stratèges de la Macronie. Alors justement, on le voit quand même, Alexis, des votes de plus en plus serrés dans ce trio de tête que l'on connaît bien maintenant, une belle remontée, notamment de Jean-Luc Mélenchon quand même. Qu'est-ce que ça signifie, ce resserrement ? Alors, il signifie, si on décompose, justement, il signifie plusieurs choses. Concernant le chef de la France insoumise, il signifie ce que nous avons eu l'occasion, déjà à votre micro, de commenter assez souvent. Il y a aujourd'hui une gauche social-démocrate, réformiste, modérée, emmenée notamment par Anne Hidalgo, à un moment par Christiane Taubira, à laquelle d'ailleurs François Hollande avait pensé donner sa contribution. À un moment, tout cela maintenant est sur la table, est officiel, qui est à l'étiage bas, historiquement bas, et qui a du mal à réexister en dépit de son antimacronisme. Donc, quelle a été la stratégie ces dernières semaines, très, très nette, très claire, très évidente, de Jean-Luc Mélenchon ? C'est de se recentrer, c'est-à-dire de faire en sorte que LFI couvre aussi un espace idéologique qui est celui, j'allais dire, de la gauche socialiste classique. Jusqu'à un certain point, cette stratégie est en train de payer. On voit bien, 14,5, 15, même 15,5% d'intention de vote dans certains sondages. Celui d'Elab, je crois que c'est 15, mais ça veut dire que Mélenchon existe à gauche. Alors, il ne va pas gagner, naturellement. Il ne sera d'ailleurs probablement pas non plus, au second tour, quoique. Bon. Mais en revanche, il est le pôle, au fond, de rassemblement de la gauche. C'était d'ailleurs tout ce que ne voulaient pas des réformistes, des sociodémocrates, comme François Hollande. Ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Malheureusement, patatras, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que, selon toute vraisemblance, il faut être très prudent, bien sûr, dans le commentaire électoral, mais selon toute vraisemblance, le pôle principal de la gauche dans cette présidentielle 2022 sera, au premier tour, autour de la France insoumise et de tout ce qui gravite autour, d'où d'ailleurs, on l'avait commenté récemment avec vous, chère Ilana, les nombreux ralliements de socialistes, mais aussi de communistes qui fuient le navire de la place du colonel Fabien pour rejoindre les équipes de la France insoumise. Alors enfin, on le voit, Alexis, Valérie Pécresse pour les Républicains, Éric Zemmour pour Reconquête sont en chute dans les intentions de vote. Ça, c'est aussi très important. Et cette chute, comment on l'explique justement, cette chute de la droite ? C'est pour des raisons différentes. En ce qui concerne le président de Reconquête, qui a fait un très brillant début de campagne, quoi qu'on pense de ses idées, mais sur un segment qu'on va dire qui est celui de la droite nationaliste ou néo-nationaliste. Il était en pole position. D'ailleurs, souvenez-vous, Emmanuel Macron lui-même, qui n'est pas un perdreau de l'année,
étudiait la configuration en janvier. Étudier la configuration, c'est pas Le Pen que j'aurai en face au deuxième, c'est Éric Zemmour. Donc il faut que je m'y prépare, etc., etc. Il potassait les bouquins d'Éric Zemmour, etc. Enfin, c'est conseillé, mais il mettait ça en fiche pour comprendre les ressorts du bonhomme, Maurras, Barrès, etc. Tout ça était Bainville, tout ça a été étudié de près. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très récent. L'entrée en guerre de Poutine, dans une guerre, il faut bien dire, de harcèlement et d'anéantissement contre le peuple ukrainien. Or patatras. Éric Zemmour avait multiplié les signes d'admiration politique pour la poigne de droite, d'homme de fer, d'homme d'airain de Vladimir Poutine. Ça, dans le contexte actuel, ça lui est reproché jusque et y compris dans son électorat de la droite identitaire, qui ne comprend pas ce qui s'est produit. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. La politique, de toute façon, elle est injuste. Pour Pécresse, c'est pas ça. Pour Pécresse, c'est « j'étais la dame qui pouvait battre Macron ». En décembre, toutes les autorités officielles de la politologie, souvenez-vous, j'allais dire tous les conformistes de plateau disaient « oh là 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 là, elle est super dangereuse ». Oui, elle était sans doute super dangereuse sur le papier, sauf que sa campagne a montré des hésitations stratégiques permanentes. Et donc aujourd'hui, vous avez raison, elle les paye avec des chiffres qui sont extrêmement décevants. D'ailleurs, entre nous, le scénario qui serait « elle finit à 9,5 derrière Zemmour », devient de plus en plus crédible. Et Zemmour à 10,5. Vous voyez ? Qu'est-ce qui s'est passé chez Pécresse? C'est pas qu'elle n'est pas intelligente, c'est pas qu'elle n'a pas un rôle éventuellement éminent dans la vie politique française à jouer, c'est pas qu'elle n'est pas un challenger crédible pour Macron, c'est qu'elle n'a pas su choisir une ligne. Et donc, elle a fait du Zemmour un matin, elle a fait du Macron le lendemain, les gens n'ont rien compris. Où est Valérie Pécresse? Qui est Valérie Pécresse? Que pense Valérie Pécresse? Que propose Valérie Pécresse? C'est ça la question à laquelle, en 3 mois, depuis décembre, depuis sa désignation, ils n'ont vraisemblablement pas su répondre. Et tout le talent des gens qui l'entourent, la maestria, la vista politique de conseillers politiques comme Stefanini, n'y ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su choisir la ligne stratégique et idéologique. Eh bien, merci beaucoup Alexis Lacroix. Malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler. Nous sommes en radio, en direct. Merci beaucoup en tout cas pour cette analyse. Alexis, on se retrouve demain pour le nouveau numéro d'Actu-J pour détailler justement. Et on va célébrer un homme politique que vous aimez, je pense, qui est Menachem Begin. Ah, j'adore. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous prends par les sentiments. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Alexis. Et je vous dis à demain sur Radio J.